tu es sans enfant, tu nous dois tout, a dit ma famille à Noël. Je suis parti, j'ai appelé mon avocate et j'ai demandé, à quelle vitesse pouvons-nous vendre leur maison. Leur Noël est passé de joyeux à sans emploi. Ma mère m'a dit la veille de Noël que, comme j'étais sans enfant, c'était mon travail de subvenir à leurs besoins. Elle a dit cela dans la maison que je payais, devant la famille que je nourrissais. J'ai donc passé un seul appel téléphonique à mon avocate et mis en marche un plan qui leur apprendrait la véritable valeur de mon travail. C'est ici que l'histoire commence vraiment, et vous ne voudrez pas manquer ce qui se passe. Assurez-vous d'être abonné pour la suivre jusqu'à la fin. Nous sommes toujours curieux. D'où dans le monde nous regardez-vous tous aujourd'hui? Faites-le nous savoir dans les commentaires. L'épuisement qui m'a frappé lorsque j'ai coupé le moteur de ma voiture n'était pas seulement physique. C'était une lassitude cellulaire profonde, le genre qui s'installe dans vos os après des mois de stress implacable. C'était la veille de Noël, à 19:00 heure. Mon dernier projet, une migration logicielle massive, avait finalement et heureusement été mis en ligne il y a 1 heure. J'étais à mon bureau depuis 5:00 heure du matin, survivant grâce à du café rassis et aux vapeurs de l'épuisement professionnel. Pendant que le reste du monde chantait des chants de Noël et buvait du lait de poule, je gérais une crise de serveur de dernière minute. Maintenant, assise dans l'allée de la maison de ma mère, une maison dont je payais le prêt hypothécaire, tout ce que je voulais, c'était une douche chaude et un coin tranquille. J'ai sorti les cadeaux de mon coffre, les bras douloureux. J'ai toujours surcompensé. Des sacs à main de créateurs pour ma mère Cynthia et ma belle-sœur Claire. La console de jeu la plus récente et la plus obscènement chère pour mon frère Marc. Des jouets éducatifs extravagants pour leurs 2 enfants. C'était une répétition de chaque anniversaire et de chaque jour férié de ces 15 dernières années. Je fournissais l'émerveillement et ils fournissaient l'attente. Je suis entré, traînant les sacs. L'odeur de la dinde rôtie et du pain m'a frappé, mais cela ne m'a pas semblé accueillant. Cela ressemblait juste à un décor pour une pièce de théâtre dans laquelle j'étais fatigué de jouer. Elle est là, a trié Cynthia depuis la cuisine. Elle est apparue, s'essuyant les mains sur un tablier, ses cheveux argentés parfaitement coiffés et impeccables. Mon père, fin laid, était endormi dans son fauteuil inclinable, la télévision marmonnant à propos d'une tempête de neige. « Salut, maman. »« Salut, papa. »« Joyeux Noël. » Les yeux de Cynthia se sont immédiatement posés sur la montagne de cadeaux que j'avais empilés près de la porte. « Oh, Edith, tu n'aurais pas dû, a-t-elle dit, en utilisant exactement le même ton qu'elle utilisait chaque année. Un voile fragile pour tu avais intérêt à le faire. Ce n'est rien, ai-je murmuré, en me frottant les tempes où une migraine commençait à pulser. La nourriture sent merveilleusement bon. Marc et Claire sont juste en train d'installer les enfants, a-t-elle dit en faisant un geste vers la cuisine. Ils t'attendaient pour que tu aides aux derniers préparatifs. Les pommes de terre gratinées doivent être recouvertes, et les haricots verts ne sont même pas encore équeutés. J'ai grimacé. L'idée de me tenir dans une cuisine chaude sous des lumières fluorescentes m'a fait l'effet d'un coup physique. Maman, est-ce que ça irait si je m'asseyais juste 10 minutes? Le projet au travail était un cauchemar. Je n'ai pas vraiment dormi depuis mardi. J'ai juste besoin d'un instant. Le sourire de Cynthia ne s'est pas contenté de s'effacer, il a tourné au vinaigre. Elle a croisé les bras, et la chaleur s'est évaporée de la pièce, remplacée par la déception glaciale et familière qu'elle maniait avec tant d'habileté. Un instant, Edith? C'est la veille de Noël. Nous sommes une famille. Nous sommes tous fatigués. Je sais, mais je suis vraiment épuisé. J'ai l'impression que je pourrais être malade. Juste 10 minutes sur le canapé. C'est alors qu'elle l'a dit. La phrase qui allait couper le dernier fil. Elle a ricané. Un bruit court et sec de dérision. Épuisé de quoi? D'être assise devant un ordinateur. Tu ne sais pas ce qu'est la vraie fatigue. Tu n'as pas de mari à soigner ni d'enfant à élever. Tu n'as rien d'autre que du temps. Je l'ai regardée, le sang glacé. Derrière elle, Marc avait émergé du couloir. Il avait 39 ans, perpétuellement entre 2 projets, et avait entendu chaque mot. Il s'est simplement appuyé contre le cadre de la porte, les bras croisés, un petit sourire en coin sur le visage. Il attendait que je cède, comme je le faisais toujours. Cynthia n'avait pas fini. C'est ton travail de nous aider, a-t-elle déclaré, la voix s'élevant avec une suffisance moralisatrice.
C'est toi qui as la grande carrière. Nous devons tous faire notre part. Ta part est juste un peu différente. Ma part. Mon travail. Être le distributeur automatique de la famille, la bête de somme, l'être désigné parce que ma vie, étant célibataire et sans enfant, était considérée comme un espace vide, une ressource à coloniser. J'ai regardé le visage dur et prétentieux de ma mère, puis le sourire paresseux de mon frère. J'ai regardé mon père, ronflant béatement dans le fauteuil que je lui avais acheté. J'ai regardé les cadeaux que je m'étais presque ruiné et privé de sommeil pour acheter. Et puis j'ai regardé la porte d'entrée. Une clarté étrange et aiguë a transpercé ma fatigue. C'était comme un interrupteur qu'on allume dans une pièce sombre et encombrée. J'ai vu le désordre. J'ai vu la sortie. Je n'ai pas dit un mot. Je n'ai pas crié ni pleuré. J'ai simplement laissé glisser la bandoulière de mon sac à main de mon épaule. Je l'ai laissé tomber lourdement sur le sol à côté de la pile de cadeaux. Edith, a demandé Cynthia, sont-on passant du commandement à la confusion? Que fais-tu? Arrête d'être si dramatique. Je lui ai tourné le dos, à elle, à eux tous. J'ai attrapé la poignée de la porte d'entrée, je l'ai ouverte et je suis sorti. Dans la nuit froide et silencieuse. Alors que je sortais les clés de ma voiture de ma poche, j'ai entendu la porte s'ouvrir derrière moi. Edith, où vas-tu? Reviens ici. Tu gâches Noël. Je suis monté dans ma voiture, j'ai démarré le moteur et j'ai reculé dans l'allée. Le crissement de la neige sous mes pneus était le seul son que je produisais. La trahison était si profonde, si absolue, qu'elle en était presque clarifiante. Le trajet de 20 minutes jusqu'à mon propre appartement, calme et vide, m'a paru une éternité. Mes mains tremblaient si fort sur le volant que j'ai dû m'y agripper à m'en faire blanchir les jointures. Le choc s'estompait, remplacé par une vague sismique et déferlante de chagrin et de rage. Ce n'étaient pas seulement les mots. C'était la vérité absolue et sans phare qui se cachait derrière eux. C'était le rejet désinvolte et brutal de toute ma vie. De mes sacrifices, de mes semaines de travail de 70 heures. Mon travail n'était pas ma carrière. C'était de les servir. Quand je suis entré dans mon appartement, le silence a été un soulagement. J'ai laissé tomber mes clés, je me suis déshabillé de mon manteau et je me suis effondré sur mon canapé. Je n'ai pas allumé les lumières. Je suis juste resté assise dans le noir, regardant la neige tomber par la fenêtre. Les lumières clignotantes de Noël sur le balcon de mon voisin se moquaient de moi. Mon téléphone, que j'avais mis sur silencieux pendant le lancement du projet, était sombre, mais je savais qu'il n'allait pas le rester. Comme sur un signal, il s'est allumé. L'identifiant de l'appelant était « Maman ». Je l'ai fixé. Il a vibré 3 fois, s'est arrêté, puis s'est immédiatement rallumé. Maman, puis encore, maman. Après le 4e appel manqué, un message texte est apparu. Où es-tu? Ton père est bouleversé. Tu as fait une scène terrible. J'ai ri, un son sec et amer. Mon père, qui dormait. J'avais fait une scène en partant. Un autre message texte, cette fois de Marc. Bien joué, Edith. Maman est en larmes. Tu as vraiment gâché Noël. Quel est ton problème? Reviens juste et excuse-toi pour que nous puissions manger. M'excuser? L'audace de la chose était à couper le souffle. J'ai senti la migraine s'abattre sur mon crâne, une pointe de douleur juste derrière mes yeux. C'était moi qui étais censé m'excuser. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, j'ai décroché. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que j'avais besoin de l'entendre encore une fois. Quel est ton problème? A hurlé Cynthia. Non. Allô? Non. Ça va? Je suis fatigué, maman, ai-je dit, la voix dangereusement calme. Je t'ai dit que j'étais fatigué. Tu es égoïste, Edith. Voilà ce que tu es. Après tout ce que nous faisons pour toi. Tout ce que vous faites pour moi. Je l'ai coupé, et la glace dans ma propre voix m'a surprise. Qu'est-ce que c'est, exactement? Tu veux parler de la façon dont tu m'as laissé payer ton prêt hypothécaire pendant 15 ans? Ou de la façon dont tu m'as laissé financer l'entreprise de Marc qui ne rapporte jamais un seul euro? Ou comment je paie la location de la voiture de Claire et l'école privée des enfants? Qu'est-ce que tu fais pour moi, maman? Il y a eu un silence soudain et aigu à l'autre bout du fil.
Je n'en avais jamais, pas une seule fois, parlé. C'était le secret de famille, la fondation de toute notre relation. Edith paie. Nous faisons semblant qu'elle ne le fait pas. Comment oses-tu, a-t-elle finalement murmuré, la voix vibrant d'une offense théâtrale sincère. Nous sommes ta famille. C'est ce que fait la famille. Non, maman, ai-je dit, en me levant et en marchant vers ma fenêtre. C'est ce que je fais. Vous ne faites que prendre. Espèce d'ingrate. Elle bafouillait, cherchant un mot assez fort pour me blesser. Tu reviendras. Tu reviendras demain la queue entre les jambes, implorant le pardon quand tu réaliseras que tu n'as personne d'autre. Elle a raccroché. Je suis resté là, le téléphone lourd dans ma main. Tu n'as personne d'autre. Un sourire froid a effleuré mes lèvres. C'est laquelle avait tort. J'avais mon avocate. J'avais mon directeur de banque. Et j'avais un souvenir très clair d'une conversation d'il y a 15 ans, lorsque les terribles investissements de mon père leur avaient presque coûté leur maison. J'étais intervenu. Je les avais sauvés. Mais ils avaient oublié un détail crucial. Ils avaient oublié les petits caractères. Ils avaient oublié qui possédait exactement le titre de propriété. La dépendance financière de ma famille à mon égard ne s'était pas produite du jour au lendemain. Ce fut une lente progression, une série d'urgences temporaires qui s'étaient solidifiées en un mode de vie permanent. Cela a commencé il y a 15 ans, quand j'avais 29 ans et que je venais d'obtenir ma première grande promotion. Mon père, Finlay, un homme doux mais terriblement naïf, avait fait de la spéculation boursière avec ses économies de retraite et s'était empêtré dans un mauvais investissement. Ils étaient à quelques mois de la saisie immobilière. J'étais célibataire, je gagnais bien ma vie, et je ne pouvais pas supporter l'idée que mes parents perdent leur maison. Alors, je suis intervenu. J'ai encaissé mes propres actions, vidé mes économies et payé le solde en souffrance. La banque, voyant mon emploi stable à revenu élevé, a accepté de refinancer. Mais il ne le ferait que si le prêt hypothécaire était à mon nom. J'étais l'unique emprunteuse. Le titre de propriété m'a été entièrement transféré. À l'époque, cela semblait être une simple formalité. C'est juste de la paperasse, chérie, avait roucoulé Cynthia, pour protéger ton investissement. C'était, m'avait-elle assuré, toujours leur maison. Je l'avais cru. Je l'avais aussi cru quelques années plus tard, lorsque mon frère Marc a obtenu son diplôme en design graphique avec une confiance sans borne. Il allait lancer sa propre entreprise en indépendant. Il avait juste besoin d'un petit prêt pour l'équipement. Ce prêt, bien sûr, n'a jamais été remboursé. Ensuite sont venues ses dépenses professionnelles, qui n'étaient en fait que son loyer. Puis il a rencontré Claire et ils ont décidé de se marier. J'ai payé le mariage juste pour les aider à démarrer, avait expliqué Cynthia. À la naissance de leur premier enfant, ils ont eu besoin d'une voiture plus sûre. Claire méritait un beau véhicule utilitaire sport. J'ai co-signé le contrat de location. Quand les enfants ont été en âge d'aller à l'école publique ne suffisait tout simplement pas. Ils devaient aller dans la meilleure académie privée. C'est pour l'avenir de ton neveu et de ta nièce, Edith, avait insisté Marc, comme si j'étais un monstre pour avoir ne serait-ce que remis en question les frais de scolarité de 30 000 € par an. Mon rôle dans la famille était clair. J'étais le fournisseur. Cynthia, ma mère, était l'architecte de cette dynamique. C'était une femme qui avait toujours accordé de l'importance aux apparences par-dessus tout. Elle adorait jouer le rôle de la matriarche généreuse, organisant des Noëls élaborés et se vantant auprès de ses amis de son fils qui réussissait et de ses merveilleux petits-enfants. Elle n'a jamais mentionné que je finançais tout son mode de vie. Elle avait pris une retraite anticipée dès que j'avais repris le prêt hypothécaire, invoquant le stress. Mon père, Finlay, suivait simplement le mouvement. C'était un homme passif et calme qui se contentait de laisser Cynthia gérer la famille, et par extension, mon compte bancaire. Il voulait juste regarder sa télévision et avoir un bon dîner. Marc était l'enfant en or, le garçon qui ne pouvait rien faire de mal. Il était créatif et sensible. Ma réussite, à leurs yeux, n'était pas le produit de mon intelligence ou de mon éthique de travail brutale. C'était juste un heureux accident, un coup de chance qui faisait que j'étais doué avec les ordinateurs. J'étais l'outil utilitaire, pratique, sans glamour, mais nécessaire. Marc était l'art. L'image qu'ils avaient de moi était si figée,
leur sentiment d'avoir tous les droits si enracinés, qu'ils n'ont jamais une seule fois envisagé la source de l'argent. Ils me voyaient comme une machine qui venait de tomber en panne. Ils croyaient sincèrement que je reviendrais, comme l'avait hurlé ma mère. Ils ne pouvaient pas concevoir une réalité où je ne le ferais pas. Ils avaient oublié que la machine avait un interrupteur d'arrêt, et ils avaient oublié que j'étais la seule à avoir le doigt dessus. Je ne les ai pas appelés le jour de Noël. J'ai éteint mon téléphone, je me suis préparé une théière et j'ai dormi pendant 14 heures. Quand je me suis réveillé, il faisait de nouveau nuit dehors. Le sentiment de clarté ne s'était pas estompé. Il s'était aiguisé en une résolution froide et dure. Mon téléphone, quand je l'ai enfin allumé, avait 37 appels manqués et une cascade de messages textes. Ils allaient des tentatives de culpabilisation manipulatrice de Claire, tu manques aux enfants, tante Edith. Ils n'arrêtent pas de demander pourquoi tu les as quittés. Aux menaces pures et simples de Marc, si tu ne décroches pas, je viens à ton appartement. Tu agis comme une folle. Au mélange d'ordre et de fausses inquiétudes de Cynthia, ce n'est pas drôle. Edith, appelle-moi immédiatement. Nous sommes morts d'inquiétude. Morts d'inquiétude? Pas pour moi, mais pour leur argent de poche. Je les ai tous ignorés. Le lendemain matin, le 26 décembre, alors que le reste du monde retournait les cadeaux non désirés, j'étais au téléphone avec mon avocate, Sarah. Salut, c'est Edith. Joyeux Noël. Écoute, j'ai besoin d'apporter quelques changements structurels à mon portefeuille. Sarah était mon avocate spécialisée en droit des successions depuis des années. Une femme perspicace et pragmatique qui m'avait aidé à mettre en place mon testament et mes comptes d'investissement. Des changements structurels. D'accord, qu'est-ce que tu as en tête? Premièrement, ai-je dit, en affichant mes relevés bancaires sur mon ordinateur portable. J'ai plusieurs paiements automatiques récurrents que je dois arrêter immédiatement. L'un est la location d'une voiture pour Claire. L'un est le paiement des frais de scolarité à l'Académie Northwood, et l'un est un transfert mensuel vers un compte professionnel pour l'entreprise de design de Marc. Il y a eu une pause du côté de Sarah. D'accord, a-t-elle dit lentement. C'est assez simple. Tu peux le faire par l'intermédiaire de ta banque. Pourquoi m'appelles-tu? À cause de la deuxième partie, ai-je dit en prenant une profonde inspiration. J'ai besoin que tu commences la procédure de vente de la propriété située au 124 Willow Creek Drive. Cette fois, le silence fut plus long. Edith, a dit Sarah. N'est-ce pas là que vivent tes parents? Oui, la maison est entièrement à mon nom. Le prêt hypothécaire est à mon nom. Je le paie, ainsi que toutes les taxes foncières, depuis 15 ans. Je ne souhaite plus en être propriétaire. Je vois, a dit Sarah, et je pouvais entendre le faible bruit d'une frappe au clavier. C'est une décision importante, Edith, surtout juste après Noël. C'était une révélation de la veille de Noël, Sarah. Compris. Eh bien, la partie légale est simple. C'est ton actif. Tu peux le vendre quand tu le souhaites. Nous devrons leur signifier un avis officiel d'expulsion. Étant donné la location de longue durée sans bail, nous leur accorderons 60 jours. C'est généreux. C'est parfait, ai-je dit. Et Edith, qu'en est-il de l'entreprise que tu finances pour Marc? Je crois me souvenir d'avoir mis cela en place pour toi. C'est une entreprise individuelle, c'est exact? Financée par ton compte d'investissement. Oui, ai-je dit. Et tu es l'unique propriétaire, a-t-elle déclaré. Ce n'était pas une question. Oui, je le suis. Donc, quand tu arrêtes les paiements, tu ne fais pas que lui couper les vivres. Tu dissous effectivement son entreprise. Tous les actifs de l'entreprise, les ordinateurs, la voiture louée sous ce compte sont légalement tes actifs. Un frisson froid m'a traversé. Je n'y avais même pas pensé. L'identité professionnelle entière de Marc, c'était légalement moi. C'est bon à savoir, ai-je dit. Commençons par l'avis d'expulsion. Envoie-le par courrier recommandé et je m'occupe de la banque. Après avoir raccroché avec Sarah, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté à ma banque. Mes doigts ont plané au-dessus de la souris. C'était le moment. 15 années de ressentiment, d'être prise pour acquise, d'être le moteur invisible qui faisait tourner leur vie. J'ai cliqué sur arrêter le paiement automatique. Confirmer. J'ai cliqué à nouveau. Transférer les fonds.
J'ai vidé le compte professionnel de l'entreprise de design de marque, transférant le solde de 8 000 € vers mes propres économies. J'ai cliqué une troisième fois. Arrêter le paiement automatique. Frais de scolarité confirmés, et le quatrième, la location de voiture confirmée. Ensuite, j'ai appelé mon gestionnaire de clientèle privée à la banque. Bonjour David, j'ai besoin de fermer la carte de crédit pour mon utilisatrice autorisée Cynthia. Oui, avec effet immédiat. Le piège n'était pas seulement la maison. Le piège était tout l'écosystème financier que j'avais construit et qu'ils avaient confondu avec le monde naturel. Je venais de provoquer un événement d'extinction massive. La première explosion a eu lieu 48 heures plus tard. J'étais à mon bureau, plongé dans l'analyse de fin de projet, quand mon téléphone, que j'avais laissé sur vibreur, a commencé à danser sur le bois. L'identifiant de l'appelant était Marc. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Il a rappelé, encore et encore. Finalement, un message texte est arrivé, qui n'était qu'une série de frappes sur le clavier incohérentes et furieuses. Il a été suivi d'un autre qui était d'une clarté effrayante. Mon compte professionnel est vide. Ma carte a été refusée. Qu'est-ce que tu as fait? Ce n'était pas une question. C'était une accusation. Je l'ai laissé mijoter pendant 1 heure avant qu'il ne rappelle. Cette fois, j'ai répondu. Edith, a-t-il hurlé. J'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Tu as volé mon argent. Tu as volé tout mon argent. La banque a dit que le compte était vide. Bonjour, Marc, ai-je dit calmement en sirotant mon thé. Ce n'est pas ton argent. C'est mon argent. C'est un compte que je possède pour une entreprise dont je suis l'unique propriétaire. J'ai décidé de réaffecter mes fonds. Toi, plus que quiconque, tu devrais comprendre une simple décision commerciale. Il bafouillait, un bruit de pure rage infantile. Mais mes clients, mes factures, le paiement de ma voiture. Ah, à ce propos. La voiture n'est pas à toi non plus, Marc. C'est un actif de l'entreprise. Et comme je dis sous l'entreprise, je te contacterai pour la récupérer. Je te conseille de ne pas la conduire. Quoi? Tu récupères ma voiture. Tu ne peux pas faire ça. Je le peux, et je le fais, mais ce n'est pas pour ça que tu as appelé. Tu as appelé parce que ta carte a été refusée. Une dure leçon de gestion budgétaire. Je suppose que tu devrais essayer un jour. Tu. Je pouvais l'entendre respirer fort et lourdement, paniqué. Maman avait raison. Tu es diabolique. Tu essaies de me ruiner. Pourquoi fais-tu ça? Ta mère a rendu les conditions parfaitement claires la veille de Noël, Marc. J'accepte simplement enfin mon travail. Mon travail est d'être la femme sans enfant et sans mari qui n'a rien d'autre que du temps. Et j'ai décidé que mon temps serait mieux utilisé à gérer mes propres actifs, pas les tiens. C'est de la folie. Je viens à ton appartement. Je ne le ferai pas, ai-je dit, ma voix aussi froide que la neige dehors. Les serrures ont été changées. Et le concierge a ta photo. Tu n'es pas autorisé sur la propriété. J'ai raccroché. Le silence qui a suivi était délicieux, mais je savais que ce n'était que l'apéritif. Le plat principal serait Cynthia. Il est arrivé le lendemain, un samedi. La lettre recommandée de Sarah était arrivée. Cette fois, l'appel provenait d'un numéro masqué. J'ai répondu. C'était Cynthia et elle pleurait. Pas les larmes de crocodile d'une offense simulée à Noël, mais les sanglots bruts et terrifiés de quelqu'un à qui on vient de retirer le tapis sous les pieds. Edith. Chérie, il y a eu une erreur. Quoi donc, maman? Nous avons reçu une lettre d'un avocat. Sa voix s'est brisée. C'est un avis d'expulsion. Il dit que nous devons quitter notre maison. Il dit que nous avons 60 jours. Edith, tu dois les appeler. Tu dois arranger ça. C'est une horrible erreur. Ce n'est pas une erreur, maman, ai-je dit en me levant et en marchant vers ma fenêtre. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est notre maison. Finlay et moi vivons ici depuis 30 ans. Et pendant les 15 dernières années, c'est moi qui l'ai payé. Le titre de propriété est à mon nom. Le prêt hypothécaire est à mon nom. Les factures de taxes foncières,
que tu as oublié de payer et qui ont failli vous coûter la maison, sont payés par moi. C'est ma maison et j'ai décidé de la vendre. La vendre, a-t-elle hurlé, les larmes disparaissant, remplacées par la colère venimeuse familière. Vendre notre maison, espèce de monstre, tu ne peux pas. Ton père est désemparé. J'ai entendu la voix de Finlay en arrière-plan, faible et chevrotante. Que se passe-t-il, Cynthia? C'est Edith? Dis-lui que j'ai dit bonjour. Il n'en avait aucune idée. Il est désemparé, maman? Où est-ce que tu le es? Tu viens de réaliser que ta carte de crédit a été refusée à l'épicerie, n'est-ce pas? Et Marc t'a appelé, hystérique à propos de sa voiture. Tout s'écroule, n'est-ce pas? Elle s'est tue. Je l'avais coincée. Tu n'es rien, a-t-elle finalement sifflé, sa voix basse et dangereuse. Tu es une femme froide et vide, et tu mourras seule. Nous sommes la seule famille que tu as, et tu nous détruis. C'est toi qui as détruit ça, maman. Tu ne t'en es juste pas rendu compte jusqu'à ce que l'argent s'arrête. Vous avez 60 jours pour trouver un nouvel endroit où vivre. Je suggérerais l'appartement de Marc et Claire, mais étant donné que j'arrête également le paiement des frais de scolarité des enfants, j'imagine qu'ils vont bientôt devoir emménager dans plus petit, eux aussi. J'ai raccroché le téléphone. L'onde de choc était complète. Les retombées ne faisaient que commencer. Les 2 semaines suivantes furent un siège. Ma famille, réalisant que leurs attaques individuelles échouaient, s'est regroupée. La stratégie des 37 appels manqués par jour a été remplacée par quelque chose de plus insidieux. Une campagne coordonnée de culpabilisation et de dénigrement. Ils ont commencé par Claire. Elle m'a envoyé un long courrier électronique décousu accompagné de photos de mon neveu et de ma nièce. Edith, je sais que tu es en colère, mais s'il te plaît, pense aux enfants. Ils sont innocents dans tout ça. Marc est une épave. Il ne peut pas dormir. Il a l'impression que sa vie est finie, et maintenant l'Académie Northwood a appelé. Ils ont dit que les frais de scolarité du semestre de printemps avaient été rappelés. Edith, nous ne pouvons pas les retirer de l'école. Cela va les traumatiser. Comment peux-tu être si cruel au point de punir 2 petits-enfants juste parce que tu t'es disputé avec ta mère? J'ai transféré le courrier électronique à Sarah, mon avocate, avec une seule note, pour archive. Ensuite, ce fut le tour de la famille élargie. Ma tante Millie, la sœur de Cynthia, m'a appelé. Edith, ma chérie, a-t-elle commencé, sa voix dégoulinante d'une fausse sympathie. Ta mère est hors d'elle. Elle m'a raconté ce qui se passe. Que tu fais une sorte de dépression. Que tu vends leur maison dans leur dos. Chérie, nous disons tous des choses que nous ne pensons pas à Noël. Tante Millie, les jeux interrompus, ma voix polie mais ferme. Maman t'a-t-elle aussi dit que je paie son prêt hypothécaire depuis 15 ans? T'a-t-elle dit que j'ai payé pour chaque voiture, chaque vacances et chaque sac de créateur qu'elle possède depuis 2010? T'a-t-elle dit qu'elle pense que c'est mon travail de le faire parce que je suis célibataire? Tante Millie a bafouillé. Eh bien, elle a dit que tu aidais, comme le fait la famille. J'ai fini d'aider, tante Millie. Merci pour ton inquiétude. J'ai raccroché. Mais il n'en avait pas fini. La véritable escalade est venue de Marc. S'il ne pouvait pas utiliser son entreprise et s'il ne pouvait pas utiliser la culpabilité de sa femme, il essaierait d'utiliser la loi, ou du moins son interprétation idiote de celle-ci. J'ai reçu une 2e lettre recommandée. Celle-ci ne venait pas de Sarah. C'était une mise en demeure d'un avocat local bon marché alléguant une saisie illégale d'actifs commerciaux et une détresse émotionnelle. Marc menaçait de me poursuivre en justice pour son entreprise. J'ai appelé Sarah immédiatement, en riant. Tu ne vas pas y croire. Oh, je le crois, a-t-elle dit d'un ton sinistre. Je viens de faire la vérification complète des antécédents que tu as demandés. L'entreprise n'était que le début. Ton frère Marc a une série de dettes dont tu ne connais même pas l'existence. Il a 2 prêts personnels en cours sur lesquels il a fait défaut. Et écoute ça. Un prêt à taux d'intérêt élevé pour un bateau à moteur. Un bateau à moteur? Edith. J'étais abasourdi. Un bateau? Où a-t-il trouvé l'argent pour? Oh, attends. Il m'a dit que c'était une provision pour un nouveau client qu'il avait besoin que je lui avance. Il a utilisé ton argent pour financer un style de vie dont tu n'étais même pas consciente, a déclaré Sarah.
Et tes parents le savaient. Le co-signataire du prêt pour le bateau était ton père, Finlay. Ils t'ont tous menti pendant des années. La dernière lueur de doute, la minuscule braise persistante de suis-je le monstre, s'est éteinte. Ils n'étaient pas seulement arrogants. Ils étaient des conspirateurs dans une fraude calculée et à long terme contre moi. Sarah a dit, cette mise en demeure est nulle. C'est une tactique d'intimidation. Nous allons répondre avec une comptabilité complète de l'entreprise individuelle de Marc, montrant que tous les fonds provenaient de toi et que tous les actifs t'appartiennent. Nous inclurons également une copie du titre de propriété de la maison de tes parents. Et je pense qu'il est temps de mentionner le bateau. Nous enverrons une copie de cette réponse non seulement à son avocat, mais aussi à tes parents. La deuxième confrontation ne fut pas un appel téléphonique. Ce fut une embuscade à grande échelle. Une semaine plus tard, un dimanche, mon concierge a sonné. Mademoiselle Edith, votre famille est ici. Ils sont plutôt insistants. Je ne suis pas disponible, ai-je dit. Ils refusent de quitter le hall, madame. Ils causent un scandale. J'ai soupiré. Très bien, faites-les monter, mais s'il vous plaît, envoyez la sécurité avec eux. 2 minutes plus tard, on a frappé furieusement à ma porte. Je l'ai ouverte pour trouver Cynthia, Finlay, Marc et Claire, tous l'air ébouriffés et furieux. Un grand agent de sécurité se tenait impassible derrière eux. Toi, a hurlé Cynthia en pointant un doigt vers moi. Tu ne te contentes pas de nous mettre à la porte. Tu essaies d'envoyer ton frère en prison. Un bateau. Tu parles d'un bateau à son avocat. Je ne lui dis rien, ai-je dit en m'appuyant contre l'encadrement de ma porte. Sarah répond simplement à sa menace légale par une déclaration de fait. Marc, tu as menacé de me poursuivre en justice. Pensais-tu que je ne répondrais pas? Marc, pour la première fois, avait l'air terrifié. Le sourire paresseux avait disparu, remplacé par le regard pâle et moite d'un rat acculé. C'était juste pour te faire parler. Eh bien, tu as mon attention, ai-je dit. Et tu as celle de Sarah. Et maintenant tu as l'attention de tes autres créanciers qui seront très intéressés de savoir que ta principale source de revenus s'est tarie. Edith, s'il te plaît. Mon père Finlay a finalement pris la parole. Il s'est avancé, les mains tremblantes. C'est juste un malentendu. Nous pouvons parler de ça. Ta mère, elle ne va pas bien. Elle allait assez bien pour me dire que ma vie était vide et que mon seul travail était de la servir, ai-je dit, le regard durcissant. Et tu allais assez bien pour co-signer un prêt frauduleux pour ton fils, en utilisant mon argent comme garantie. Pensais-tu que je ne le découvrirais jamais, papa? Le visage de Finlay est devenu blanc. Il a reculé comme si je l'avais giflé. Cynthia a vu qu'elle perdait. Tu déchires cette famille, a-t-elle crié. Non, maman, ai-je dit, ma voix tombant dans un murmure calme et définitif. Je ne fais que débrancher l'assistance respiratoire. La famille était déjà morte. C'est toi qui l'as tuée. J'ai regardé l'agent de sécurité. Ils sont en violation de domicile. S'il vous plaît, escortez-les vers la sortie. Alors qu'ils étaient repoussés vers l'ascenseur, Cynthia a eu un dernier sursaut pathétique. Tu vas le regretter. Tu seras toute seule. J'ai souri d'un vrai sourire sincère. Je ne suis pas seule. Je suis libre. J'ai fermé la porte. Le préavis de 60 jours devait expirer le dernier jour de février. Pendant ce temps, les tentatives de ma famille pour me contacter sont devenues de plus en plus pathétiques. Elles sont passées des menaces et de la culpabilité à des messages textes désespérés d'une seule ligne. S'il te plaît, parle-nous. Edith, appelle ta mère. Nous pouvons arranger ça. Mais ils n'ont jamais, pas une seule fois, inclus les mots « nous sommes désolés ». Ils ne voulaient pas de réconciliation. Ils voulaient que l'argent revienne. J'avais donné à Sarah des instructions pour mettre la maison en vente le 1er mars. Mes parents, semblait-il, étaient dans le déni, convaincus que j'allais céder. Ils n'ont fait aucun effort pour faire leur carton, aucun effort pour chercher un nouvel endroit. Ils organisaient une occupation des lieux, croyant que je n'aurais pas le cœur de rendre mes parents âgés sans abri. La dernière semaine de février, Sarah a confirmé mes soupçons. Ils sont toujours là, Edith. L'agent immobilier est passé en voiture devant chez eux. Les lumières sont allumées. Des voitures sont dans l'allée.
Ils pensent que tu bluffes. Nous devons être prêts à procéder à une expulsion officielle lundi. Mais j'avais une meilleure idée, une idée plus publique. Claire, dans une tentative désespérée de prouver qu'ils étaient une famille normale et heureuse, avait publié partout sur les réseaux sociaux à propos d'un grand dîner de famille pour le 69e anniversaire de mon père. C'était prévu pour le samedi 2 mars, chez eux. Ma maison. L'invitation que j'avais reçue par message texte, pleine d'émojis souriants, était de toute évidence un piège. Une dernière tentative pour m'amener dans cette maison où le poids émotionnel combiné de la famille pourrait peser sur moi. Sarah, ai-je dit au téléphone, es-tu libre samedi soir? Et peux-tu amener l'agent immobilier? Samedi soir. Je ne suis pas arrivé avec un cadeau. Je suis arrivé dans une voiture séparée de Sarah et de Monsieur Henderson, l'agent immobilier, un homme grand et imposant dans un costume élégant. Je leur avais demandé de se garer plus bas dans la rue et d'attendre mon message texte. J'ai remonté l'allée, la même allée où je m'étais garé la veille de Noël. Je pouvais entendre de la musique et des rires venant de l'intérieur. Il donnait vraiment un spectacle. J'ai sonné. Marc a ouvert la porte. Son visage, quand il m'a vu, était un mélange bizarre d'espoir et de ressentiment. « Edith, tu es venue. Tu m'as invité, ai-je dit en entrant. La scène était surréaliste. La salle à manger était préparée pour un festin. Tante Milly était là, ainsi que quelques vieux amis de mes parents. Tout le monde a cessé de parler en me voyant. Cynthia a émergé de la cuisine. Un sourire étrange et fragile était plaqué sur son visage. « Edith, ma chérie, nous avions tellement peur que tu ne viennes pas. » Elle s'est précipitée pour me serrer dans ses bras, mais j'ai levé la main. « Je ne suis pas là pour la fête, maman. » Le sourire a vacillé. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire, ma chérie? C'est l'anniversaire de ton père. » Son anniversaire était la semaine dernière, ai-je dit. Ce n'est pas une fête. C'est une embuscade, et je crains que ça ne va pas marcher. Je ne sais pas de quoi tu parles, a-t-elle dit, sa voix devenant tranchante. Vous avez tous eu 60 jours pour libérer ma propriété. Ce préavis a expiré hier. Au lieu de faire vos cartons, vous avez décidé d'organiser un dîner. Pensiez-vous vraiment que je bluffais? La couleur a quitté le visage de Cynthia. Les autres invités ont regardé autour d'eux, confus. Notre maison, a balbutié Finlay en se levant de table. Ma maison, les jeux corrigeaient doucement. Et il est temps de partir. Tu n'oserais pas, a hurlé Cynthia, abandonnant la prétention d'hôtesse. Tu ne mettrais pas tes propres parents à la porte devant leurs amis. Tu étais heureuse de m'humilier devant ma famille, ai-je dit. Maintenant, s'il vous plaît, prenez vos manteaux. C'est de la folie. Marc s'est avancé. Tu es folle. Tu ne peux pas faire ça. Nous n'avons pas trouvé d'endroit. Ça ressemble à un problème pour vous, Marc. Pas un problème pour moi. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un message texte. Nous sommes prêts. Un instant plus tard, on a sonné à la porte à nouveau. Cynthia, distraite, a aboyé, « Marc, va ouvrir. » Marc l'a ouverte pour trouver Sarah et Monsieur Henderson. Monsieur Henderson tenait une grande pancarte à vendre. « Bonjour, » a dit Sarah en entrant, sa voix se projetant magnifiquement dans le silence soudain de tombeau. « Je suis Sarah Klein, la conseillère juridique de Mademoiselle Edith, et voici Monsieur Henderson de Prime Realty. Nous sommes ici pour commencer l'évaluation en vue de la vente de la propriété. S'il vous plaît, ne nous laissez pas interrompre vos cartons. » Tante Milly a poussé un petit halètement. Monsieur Henderson a souri largement aux invités choqués. « Pardonnez-nous, » a-t-il dit, en passant devant eux dans le salon. « Mon Dieu, quelle merveilleuse lumière naturelle. Cela rendra magnifiquement bien en photo une fois que le désordre sera dégagé. Nous prévoyons la première journée portes ouvertes pour la fin de la semaine prochaine. » C'était le moment, l'exposition publique, indéniable, systématique. Cynthia a regardé ses amis, leur visage étant un mélange de pitié et de fascination horrifiée. Elle était complètement humiliée. « Comment as-tu pu » a-t-elle murmuré, tout son corps tremblant. « J'ai appris de la meilleure, maman, ai-je dit. » J'ai regardé Marc, dont le visage était livide. « Marc, Claire, je vous suggère de faire vos valises aussi.
Puisque vous quittez votre appartement et que la maison de papa est maintenant à vendre, vous aurez tous besoin de trouver un nouvel endroit où vivre. Peut-être que vous pouvez tous prendre un endroit ensemble. Vous êtes une famille, après tout, c'est votre travail de vous entraider. Marc a regardé Cynthia, les yeux écarquillés par la panique. L'enfant en or réalisait enfin que la banque était fermée. Il n'a pas regardé sa mère avec amour. Il l'a regardée avec l'horreur naissante et furieuse d'un parasite dont l'hôte vient de mourir. C'était là ma victoire. Je me suis retourné et j'ai passé la porte, laissant Sarah et l'agent immobilier commencer leur travail. Leurs voix discutaient de la mise en scène et de l'attrait extérieur alors que la fête se dissolvait complètement derrière moi. La chute ne fut pas un effondrement unique. Ce fut un écroulement lent et pathétique. L'humiliation publique lors de la fête fut le coup de grâce. Les amis de mes parents, qui n'avaient jamais entendu que la version de Cynthia sur la fille difficile et ingrate, avaient maintenant le tableau complet. L'exil social a été immédiat. Légalement, ils n'avaient aucun argument valable. Avec la menace d'une expulsion officielle menée par les forces de l'ordre suspendues au-dessus de leur tête, mes parents et Finlay, Marc et Claire, Finlay étant le père passif, Marc le frère, et Claire la belle-sœur, et non pas la lettre Finlay en tant que père. Ce qui était un malentendu précédent, ont finalement libéré la maison. Ils n'ont pris que ce qu'ils pouvaient faire entrer dans un camion de déménagement, laissant derrière eux 15 ans de meubles et de bric-à-brac que j'avais payés. J'ai fait vider tout cela par des professionnels et j'en ai fait don. La maison, dans un marché dynamique, s'est vendue en 4 jours pour 20% de plus que le prix demandé. Le chèque, lorsqu'il a été encaissé, a été le plus satisfaisant que je n'ai jamais reçu. La vie de Marc s'est effilochée tout aussi rapidement. Sans mon financement, son entreprise a disparu. Sa voiture a été saisie. Les poursuites judiciaires dont il avait menacé ont été abandonnées lorsque Sarah a envoyé la réponse cinglante, qui incluait les billets à ordre pour le prêt du bateau. Lui et Claire ont été forcés de retirer leurs enfants de l'école privée. Claire, confrontée à la réalité d'un budget pour la première fois de sa vie d'adulte, a trouvé un emploi de caissière dans une épicerie. Marc, d'après ce que j'ai entendu dire, faisait des livraisons en voiture. Cynthia et Finlay ont été les plus tragiques. Ils n'avaient aucune économie. Leur pension de retraite combinée n'était pas suffisante pour louer un appartement décent. Ils ont fini par emménager dans un petit logement exigu de 2 chambres avec Marc, Claire et leurs 2 enfants. L'enfant en or était maintenant leur propriétaire, et au dire de tous, il était plein de ressentiment et amer. Cynthia, qui s'était autrefois vantée de la créativité de son fils, était maintenant une nounou non rémunérée à temps plein, piégée dans un petit appartement avec les conséquences de ses propres actes. J'ai utilisé le produit de la vente de la maison pour faire quelque chose que je n'avais pas fait de toute ma vie d'adulte. J'ai pris des vacances, de vraies vacances. J'ai acheté un billet de première classe pour l'Italie et j'y ai passé 3 mois. J'ai vu Florence. J'ai appris à faire des pâtes en Toscane. J'ai marché à travers les ruines de Rome. J'ai éteint mon téléphone pendant des semaines entières. Quand je suis revenu, j'étais une personne différente. L'épuisement avait disparu, remplacé par un sentiment de paix calme et tranquille. Il me restait une dernière affaire à régler. J'ai demandé à Sarah de créer un fonds de placement structuré. J'y ai placé une partie importante de mon argent, avec des instructions strictes. Il devait être utilisé pour mon neveu et ma nièce, et seulement eux. Ils paieraient les frais de scolarité de leur université publique et leurs dépenses de base, mais les fonds devaient être gérés par un administrateur tiers indépendant. Ma famille n'en verrait jamais un centime. C'était mon tout dernier acte, protégeant les enfants du cycle que leurs parents avaient créé. Je n'ai plus jamais parlé à Cynthia, Finlay ou Marc. Il n'y a eu aucune excuse, aucun appel tard dans la nuit. Il n'y a eu que le silence. J'avais coupé la pourriture, et à sa place, quelque chose de nouveau a eu la chance de pousser. J'avais ma carrière. J'avais mes amis. Et j'avais, pour la première fois, ma propre vie. Et c'était plus que suffisant.